C'est une vidéo? Oui, c'est une petite vidéo. Ok. Je suis avec monsieur Armand Son, le député. Et j'aimerais, s'il vous plaît, vous pouvez donner un petit conseil à la jeunesse qui aimerait se lancer dans la politique. On a besoin de vous. Je pense que la politique allemande a besoin d'un peu plus de diversité. Donc je vous appelle, je vous invite tous à vous activer en politique. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, merci. Bonjour les époux, bonjour les épouses. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog d'étoiles. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des femmes à Francfort, des femmes qui ont décidé de se lancer dans le business ou qui font déjà dans le business. Une sorte de rencontre pour échanger les idées, pour échanger beaucoup de choses. Et il y aura des intervenants, il y aura aussi des workshops. Et il y aura aussi monsieur Armand Town, qui est le député à Francfort, qui est un Camerounais, qui est d'origine camerounaise et qui a été nommé député à Francfort. Voilà, donc let's go. On y va. Alors, le vlog d'aujourd'hui sera assez spécial. Il y aura une première partie qui sera Success Story, où il y aura des speakers, il y aura aussi des gens qui nous parleront de leur expérience. Et dans la deuxième partie, il y aura des questions-réponses, des questions à des businessmen et businesswomen qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite vivement à regarder jusqu'au fond parce qu'il y a des informations, il y a des clés, il y a vraiment des réponses qui sont vraiment enrichissantes. Voilà, celle d'à côté. Let's talk about enterprise. Il y a un cocktail entreprise, multi-event. Il y a Altabau pour ceux qui veulent construire au Cameroun. Allô, bonjour. Il y a mode et événements. Il y a Immo Finance Welt. Il y a les Taste of Tonga. Allô. Il y a du café. Il y a Floratset qui est là. Miam miam, en plus il y a à manger. Il s'appelle My Boutique Cooking Catering. Look at it. Alors, j'oubliais, en ce jour, nous allons avoir des speakers en français comme en anglais. So be prepared. C'est l'heure à laquelle vous êtes arrivé. J'espère que vous vous portez bien. Mon expérience en tant que parent des enfants autistes, je vois la vie n'est pas facile pour moi. Mes enfants sont traités dans la rue comme des sorciers. Mais moi, je suis mal vue parce qu'on dit, les gens disent que j'ai le ventre pourri. Est-ce que les enfants ne sont pas pareils, mes chers frères et sœurs? Ils sont pareils, maman. Avec l'autisme, un enfant avec la paralysie cérébrale, un enfant avec l'épilepsie, un enfant avec la trisomie 21, que les gens vont te donner la place derrière. On n'a pas parole. Nous devons parler quand il faut parler, mais on n'a pas parole parce que les gens se disent que nous sommes maudites. J'ai pris le flambeau, j'ai dit Seigneur, tu m'as donné cette destinée depuis mon jeune âge. Les lépreux, les autistes, les épileptiques, toutes ces personnes avec la paralysie cérébrale, plus petit, je prenais soin d'eux. Je les essuyais les larmes. J'essayais de partager le peu que j'avais avec eux.
Je crois qu'avoir 2 enfants ou 10 aujourd'hui, ça a été la volonté de Dieu. Dieu m'a juste mis sur le chemin pour accomplir une mission. Pour que vous, mes frères et sœurs, my darling people, my darling brothers and sisters, pour que vous m'assistiez, pour qu'on puisse changer notre Afrique. Pour qu'on puisse changer notre Afrique. Même ici en Europe, ces enfants étaient traités différemment. Ces enfants, de lundi à jeudi, ils ont des activités comme à l'école spéciale. Ils ont des repas frais. Ils ont des frais médicaux. Tout ça, c'est bien nous. On n'a pas de subvention de l'État. L'État nous ignore. Mais les bienfaiteurs, les enfants de Dieu, ces enfants que Dieu m'a révélés depuis mon jeune âge, que le moment venu, je te montrerai la route. Ces enfants de Dieu dans le monde entier s'élèvent chaque jour. Même un héros, ces enfants mettent dans la cagnotte, dans PayPal, dans tout, pour qu'on puisse chaque fois, chaque jour, emmener nos enfants différents des sous-quartiers. Des enfants qui étaient appelés comme des qui étaient traités pour des sorciers, des enfants qu'on mettait dans la rigole, des enfants que des familles n'avaient plus de considération. Aujourd'hui, grâce à la diaspora, au centre social diaspora africain, ces enfants sont bien vus dans les familles. Le discours de la reine galloise était tellement touchant qu'on ne pouvait s'empêcher de verser une larme. C'était tellement touchant que il y a même certaines personnes qui sont sorties de la salle. Et comme vous voyez, on était tous émus dans la salle. Comment elle est belle, comment Merci, elle est belle. maman, merci. Elle n'est pas seulement belle, mais elle est aussi belle de l'intérieur. Oh, merci. Pour ceux qui la suivent, bon, moi je la suis aussi, hein, voilà. Elle est La maman de tous les enfants. Vraiment. Avant que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Voilà. Vraiment, cette journée me semble mémorable déjà. Hein. Même si elle s'arrêtait à cet instant, j'aurais déjà un sentiment de plénitude. Alors, je m'appelle Lydie Cespedes, de mon nom de jeune fille d'IFAC. Je suis née le 21 août 1977 dans une petite ville du Cameroun, Ponsamba. Et je vais vous poser une question avant. On m'a présenté, Milocha m'a présenté. Mais est-ce que vous aimez les histoires de princesses? L'humilité, c'est une qualité essentielle. Il faut être humble. Il faut être humble vis-à-vis de ses proches. Il faut être humble vis-à-vis de ses collaborateurs. J'ai aujourd'hui une entreprise où j'emploie plusieurs personnes. Il faut de l'humilité dans nos actions. L'humilité, vous verrez, ça porte énormément. Et enfin, le 4e point que j'aurais à vous transmettre, si vous le permettez, les plus beaux succès d'aujourd'hui sont celles que l'on obtient dans nos sphères privées. Ma belle victoire, c'est quand j'ai mon fils de 17 ans qui passe son bac et qui va sûrement le passer, je pense vraiment. Quand j'ai des enfants qui viennent me voir pendant mon cours de danse, alors qu'ils y venaient en traînant les pieds, hein, parce qu'à 41 ans, j'ai commencé la danse classique, qui viennent... voilà, d'ailleurs, j'ai jamais fait de sport. Qui viennent me voir un spectacle, ils me disent à la fin du spectacle, tu sais maman, on est venu parce que papa nous avait dit qu'il fallait aller voir maman, et qu'à la fin mes garçons me disent, waouh maman, ça alors, tu danses comme ça. Voilà, donc nos meilleures victoires, ce sont celles qu'on a dans la sphère privée. On peut avoir des succès professionnels, évidemment c'est ceux vers quoi on court, mais les meilleurs succès, ce sont ceux que l'on obtient par rapport à qui on est profondément. La résilience, le pouvoir de la résilience, évidemment, vous avez compris, ce n'est pas une vie de princesse que j'étais venue vous raconter, c'est une vie de combat, et ce combat, il est de tous les jours. Il est de tous les jours, mais il ne faut pas s'arrêter aux difficultés, il faut se relever. Il faut toujours se relever parce que c'est la seule manière. Dès lors, je ne sais pas si vous savez, mais l'être humain n'a pas de... On ne peut pas stagner. Quand on stagne, c'est qu'on recule déjà. Voilà, donc on est dans l'avant. On est dans l'avant parce qu'on a une force. Quand on a fait 6 000, 7 000, 8 000 km pour changer d'univers, je pense que dans ces vols de départ, de nos premiers départs, on reçoit une énergie qu'on devrait exploiter. Hein, parce qu'on part de loin et c'est une énergie que parfois on ne soupçonne pas, mais on l'a. Donc, j'espère que j'ai introduit comme il le fallait, mais... Je vais vous présenter là vraiment très brièvement ce qu'on fait, s'il te plaît. Donc, nous, on offre des services
dans tout ce qui concerne l'argent. Tout ce qui concerne, si vous imaginez quelque chose avec l'argent en Allemagne, vraiment vous êtes au bon endroit. Donc, pour ceux qui veulent des crédits, par exemple, pour aller investir peut-être en Afrique, ou alors s'acheter juste une voiture, ou alors rénover sa maison et tout, faites dans ça. Et notre spécialité aussi, c'est l'immobilier, c'est-à-dire financement immobilier, que ce soit immobilier pour habiter soi-même, immobilier pour mettre en location, ou alors tout simplement, on a déjà un crédit immobilier qui arrive à sa fin et on a besoin de refinancer le reste du crédit. Ou alors tout simplement, on a acheté une maison qui a gagné en valeur et on se retrouve financièrement coincé à un moment, ou alors on veut faire quelque chose en Afrique. Il y a possibilité justement qu'on calcule, la maison a gagné en valeur de 100 000 €. Est-ce que la banque peut aller dans ces 100 000 € me donner 80 000 € pour que je puisse faire autre chose et inscrire son nom dans mon titre foncier? Donc, et puis pour ceux aussi justement qui veulent juste moderniser, c'est-à-dire les toilettes, vraiment c'est plus intéressant, ou alors j'ai besoin d'une nouvelle cuisine, et ainsi de suite, la personne peut tout simplement nous contacter aussi. Et comme j'ai dit, même quand tu as l'impression que tu n'es pas encore prêt, ou alors même tu as l'impression que l'immobilier là vraiment ça ne nous concerne pas, contacte-nous quand même, on va trouver. Parfois, peut-être tu n'as pas encore vu sous quel aspect ça te concerne. Donc, nous sommes aussi là justement pour ensemble trouver cet aspect-là. Donc, et on est aussi un service marble, ça c'est en allemand, négocié en français, je crois. C'est tout simplement ceux qui ont aussi des objets qui revendent, c'est-à-dire peut-être que voilà, tu connais quelqu'un qui a sa maison qui vend et puis tu parles avec cette personne et tu dis ok, je te confie mon bien, tu peux mettre en ligne. Et l'avantage c'est que quand on a déjà un portefeuille. Thank you so much for inviting me. It's such an honor. I mean, a lot of people know me since I was 7 years old when I came to Frankfurt. So to be able to speak now to my tatas and my tontons and so on. So, yes, just to introduce myself. So my name is Harmony. I go by Harmony. Becky Harmony has told me, but I go by Harmony. And as mentioned, like everyone else here, or a lot of people here, I'm from Cameroon. I was born in Cameroon. I grew up in Germany. I did my A-levels in Germany. I went to the US and did my bachelor degrees in the US. And then I moved to London and did my MBA in London. So I focused on marketing and advertising and corporate communication. That was my focus. But funny enough, I entered the technology world because my father is an engineer. And after I finished my degree, I wanted to just make more money, to be quite frankly. And that was just the reason why I went into IT, was primarily to make more money. Because I was looking at where is the most money coming from for all these tech companies? Where are the most billionaires coming from? When Kareem told me about resilience as one of the top, or is the main topic here, I was thrilled. Because resilience is, for me, failure acceptance. Yes. We live in a society where we thrive for greatness, we thrive for achievements, and we put so much emphasis on achievements, but so less emphasis of the power of failures. Failure teaches you so much. When you fail, you learn so much about yourself, you learn to be resilient. In every failure is the seed to your next step in life. In every failure lies the seed to success. So for me, resilience is really about a failure culture. The acceptance of failure is part of your journey. The acceptance of you have to go through it, get up and keep going. So for me, that was one of the main parts when Corinne told me to speak about this, where I wanted to really put an emphasis on is failure, the acceptance of failure. And now to make it a bit more about my story, where I experienced failure and resilience, is I started my hair company, Blue Cherry Hair, about 3 years ago. The reason why I started this company was really selfish. I wanted to get my hair done. Like, I came here from London, and basically I never saw any qualitative hair vendors that I felt comfortable going to get my hair done.
And also, a lot of people came to me on the road, were like, where do you get your hair done? And then I decided to, you know what, let me just start it on Instagram, just, put on a wig and say, hey, do you want to buy it? Like, pretty much. So I started this like it was a joke, really. But I had a vision. I had a vision to do this for myself. It was a basic vision. I didn't have a business plan. I didn't have a great idea that I can now talk to you about. It was literally selfish desire of looking good. It was literally that small idea. So I started 3 years ago, and then, like a lot of young entrepreneurs, I had all this enthusiasm on bringing everyone on board that I could find and bring on board. So I was very, let's say naive, but we will call it acceptance of failure, right? So I was very naive. I put a lot of money in the wrong thing to get fast into this business as one of the pioneers. I lost a lot of money doing this, so no, I'm not gonna lie. I lost a lot of money doing this, but I learned so much. I learned so much about how to build a business without even having a clue what you're doing. So Resilience with a purpose. Guys, I am sorry, but I'll tell you a personal story. In 2018, I left my marriage. I was broken. I was shattered. I was a shadow of myself. I was in tatters. And I broke down into pieces. Got out. And I embraced the pain. My sister here talked about jealousy, envy. Those are emotions which come with informational packages. Now, if a sister walks into this room and you're looking at her and thinking, no one can say you're waiting. You're not looking at her and you're not hating on her. I'm not hating on Lillian because I love your joie de vivre. And I'm not hating on you. You're hating on But yourself. that emotion I'm feeling, the envy, the jealousy I'm feeling, it comes with an information for me. It's educating me. If you sit down for a moment, sit down without emotion and ask yourself, what is this emotion trying to tell me? What is this feeling of envy or jealousy trying to tell me? It is trying to tell you, guys, I want to be like Lillian. There is positivity in negative emotions, sometimes. Not every time, but sometimes. And when I left my marriage, I knew not so many emotions. I knew sadness. I knew love. I knew hate. I knew misery. But other emotions, I didn't know them. But why is that? Why don't we know these emotions? Because we're not taught to put words to our emotions. When my kids come back home and they cry, Mama, Mama, I'm like, hey, honey, how do you feel about it? Describe that emotion. Get them to vocalize, to verbalize that emotion they're feeling. And they will learn more emotions than the emotional palettes that we were fed as kids. We were fed limited emotions, guys. There's a lot more emotions that we can exude, that we can explore as humans, that will help us be resilient. I want to give you guys some salient points about resilience. If you want to be resilient, there's something in music, it's called Selah. Now, Selah is that minute when, when the director goes, there's a pause, there's a break, there is silence. But even in that silence, you feel the reverberations of the music. You feel the intensity of that music. Yeah. Selah comes with, take a break. Take a break from the noise we're listening to. Take a break. Go internalize yourself.
Listen to your heart, listen to your desires. What are your emotions trying to tell you? Who are you? You know, when I was single and I met this very wonderful guy, and he was like, oh God, I think I love you. And I was petrified because I did not know who I was. I was like, okay, I'm going to say I love him, but who is the I? Who am I? And in that moment, I knew that I didn't even know myself. I didn't even know who I was. Now, in that Selah moment, which I always try to get in my life, which I have learned is important in my life, I have found who I am. So whenever life is busy, whenever life is going crazy, and whenever women, right, we're juggling a lot of balls. Sister, with your 3 kids, with a job, with a husband, right? Because remember, we're told that our husbands are our kids. What nonsense? What nonsense? They are your own children. Treat them like your children. I'm not your mama. In that Selah moment, right? Where you take your time away from everything, you find your identity, you explore your emotions, you explore who you are, you explore why when your husband comes home and kicks off his shoes, you feel an urge of resentment, like why is he kicking his shoes there? What is that emotion trying to tell you? That Selah moment is important for everyone. We fail to take those Selah moments. In those Selah moments, and that's point 2, you will find your boundaries. Boundaries, guys, boundaries are important. They tell us what we can cope with, what we as humans, you're first of all a human before being a woman. And what is it, what values, what are the values that you really want to inculcate? Explore those values and set your boundaries. And the third thing I want to give you in order to build your resilience, self-care. Now, trust me, I'm not talking about those commodified self-care. Oh, I went for a manicure, self-care, hashtag, I love myself. That's not what I'm talking about. That's definitely not what I'm talking about. Now, if you live in a house and you're continuously painting the walls of the exterior walls of the house while the interior is festering, are you taking care of that house? Oh, light out. Are you taking care of the house? No, you're not. So self-care presupposes that you must have had these emotions. You must have had your Selah moment. You must have set your boundaries. You must have known what are the things I want to cope with, what are the things that I don't want to cope with. And you take care of those things that are nagging, those things that are hurting you internally, not externally. Well, you might want to go for a massage, that's good sometimes, but help you relax. Okay? But the emotions that you don't tackle, they come back to bite you in the ass. Those emotions that we refuse to face, those emotions that we refuse to acknowledge, those are the emotions that will come back and deface every wall of resilience, of tenacity that you have built. So, build your boundaries, take your Selah moments, and please, guys, take care of yourself. And be resilient with a purpose. There should be a reason why you're resilient. You want to build your student hostel? Be resilient. You want to have your children grow up in a favorable environment? Be resilient.
You want to feed yourself with positive energy. You want to feed yourself with a drive. You want to build generational wealth. Be resilient. Please, do not be resilient in a situation that is killing you. Et nous, actuellement, nous avons un invité de marque, comme je le disais tantôt. C'est une personne de spéciale. Nous connaissons certainement tous, pour ceux qui résident en Allemagne. Il a fait son parcours en Allemagne, ayant été né ou alors ayant connu naissance au Cameroun. Il est arrivé très tôt en Allemagne. Il a fait son parcours académique ici, passant par la ville de La Défense, je crois bien, également à Paris. Il est revenu en Allemagne et a également commencé une carrière politique, d'abord dans le ministère des Finances. Il a également intégré le parti politique que nous connaissons pour certains, le SPD. Il a candidaté pour devenir membre du Parlement allemand. Et justement, il a été vainqueur. Je vous prie d'abord d'applaudir encore pour ce résultat. Justement, aujourd'hui, il est membre du Parlement et il n'a jamais oublié d'où il vient. Parce que tous les rendez-vous camerounais où il a été sollicité, il a toujours répondu présent. C'est la troisième fois où j'ai l'honneur de modérer un événement où il est également présent. Donc il a toujours répondu présent à tous les événements où il a été sollicité, en tout cas où les Camerounais l'ont sollicité. Melusha, you have something to add about him? Yes. So I Googled you. I don't know much about politics, but it was very instructive to see that talk. So I've noted also that, so you mentioned a few locations where you studied. So there was Chongqing in China. Niao. Am I saying it right? Okay, Niao. Okay. So very well traveled. So I know that he studied economics, economic law, political science in Halle, Saale, in Paris, like I said, Chongqing, in Constance, and Bologna in Italy, right? And I just mentioned the TED Talk, which is very inspiring. I suggest you look it up. And I followed other talks, and I can say he's well on the way of becoming, developing an aura that is maybe like, I don't like comparing people to other people, but the kind of influence that I've seen from people like Barack Obama, I kind of see this young man coming to that. His topic is the 3Ds. The 3Ds are determination, dedication, and drive. So next to his walk as someone who's active in politics, before that he was a black boy growing up in Germany, and that comes with a lot of struggles. So we felt that he is absolutely fitting in the whole concept of power of resilience. So please welcome on stage the young, the brilliant Mr. Armand Toine. Merci, je vais commencer par dire que je pense que les Camerounais et les Camerounaises savent mettre la sauce apparemment. Thanks a lot for the invitation and for the very nice welcoming words. When I was coming here, I was thinking about what should I even talk about, to be honest, because I kind of find it still weird to talk about myself and to tell my story and then call it a success story. So instead of talking about myself as a success story or whatsoever, I would rather just talk about my story with the failures that I had, multiple failures, but also with the success that I've been able to make, and hopefully that will connect to you guys and then you understand why I'm here and why I'm standing in front of you. So I was born in Cameroon, I was born in Yaoundé, spent a couple of years in Yaoundé, moved to Douala. So I'm a Douala boy, grew up in Douala, spent 8 years in Douala until 2000, and then I moved from Douala to Halle an der Saale. Have you ever heard of it? Halle an der Saale? Exactly. So Douala is like a big city with 2 million inhabitants. With traffic is like
mad, like in industry, you have a strong industry in Douala, you have like economic activity stuff. You know the city of Douala, right? And I moved to Halle. Halle is like a small town, a small city, population of 250,000 inhabitants in the eastern part of Germany. And in the 2000, like Halle in the 2000, it was nothing, it was kind of sad to be honest. It was a great city. You had a lot of neo-Nazis there. That was the time where the NPD, that's one political body before the AfD, that's a time where it was strong, especially in the eastern part of Germany. And that's when I moved to Germany, into that region. And I was there with my parents, and obviously I was shocked, I was afraid. I'm gonna, get organized with other people and make sure that we fight them so that we are stronger together. And personally, I chose the second part. I said, you came here to live here, you kind of want to feel here. I didn't choose to come to Germany, right? But somehow I want to be able to live here. So I cannot be living being afraid all the time. So that's why I needed to face this. And this was a huge fight. This was a huge fight. But what made me actually win this fight at the end of the day, and that's my first takeaway, is the situation that I met other people, German people, foreigners whatsoever, that had the same vision, the same principles, the same values, and that actually understood it's important to fight for them, right? So that's my first takeaway. First of all, you need a support system. You need people that you can trust, people that are gonna go with you, fight with you for your rights. And you also need to have your values and be yourself willing and able to fight for it. I may also talk about it. So when I came to Germany, I couldn't speak German at all. I just knew at the time that Gerhard Schröder was the chancellor. I knew how to say Guten Morgen. That was it, right? Nothing else. I came to Germany. I'm never going to forget that experience. I had very good grades. I was in Cameroon. I was going to their Cinquième, we call it. I had good grades. The only challenge was that I couldn't speak German. And we went to the education administration. That woman looked at my dossier and she looked at everything and she was like, okay, we should send him to grade 4. Right? I was 12, good grades, going to the Cinquième, and she wanted to put me like 4 years back, going to just based on the fact that I couldn't speak German. And luckily I had my parents, and my parents were like, nope, we're not going to do that. We're not going to do that. So they went with me from school to school until we found a school that said, okay, we're going to try it out and let's see how it works. And until today, I'm actually wondering, I was asking myself, what would have happened to me if my parents were afraid or whatsoever, and then said, okay, we're going to try it. And probably I would be standing in front of you and talking to you about a success story, right? But that was one moment of truth in my life when I realized it's important to get active, and also to get active in political debates, right? Because the reason why this woman wanted to send me to grade 4, it wasn't based on, I wouldn't say it was racism, but she didn't even make the effort to look at me as a case, that's maybe not common in Germany, but still where we can find solutions outside of the box, right? But the true reason why I got engaged in politics goes back to my experiences that I made in Cameroon. So when I was going in Cameroon to school, I'm sure that's an experience all of you or some of you have made. From one day to another, I had some friends of mine that didn't come to school anymore. And just from one day to another, they couldn't come to school anymore because the parents didn't have the money to pay the school fees, or because they had to help their parents doing some activities and stuff like this. And personally, I've always been in the privileged situation that I could do what I wanted. Like, I could go to school as much as I wanted, I could study what I wanted, but I also knew so many other people in Cameroon, but also in Germany, that didn't have the same chance, right? So I always told myself, this means 2 things. First of all, I need to do whatever I can to really be the best at what I'm doing, because I know there are so many people, they will do everything just to be able to study and to go to school. Yes. That's why I did my Abitur, my high school year in Germany. When I finished that, I went on with a bachelor degree in politics and history. Then I did a master, a second one and a third one. And I started a PhD because all the time, of course I was interested in so many things, but I always saw it as a privilege
knowing that so many other people out there would actually give everything to be in that position. And the second part of it is like, it shouldn't end with me. It shouldn't be like, because I'm privileged, because I got lucky and I've been able to access all these schools and stuff like this, that's good at the end of the day, right? I always told myself, I want to work hard and make sure that other people also get the same chances. That other people go to the school that I've been able to go to, that they don't have the financial barriers, they don't have like the structural obstacles they are facing, and that's the reason why I decided to become political. And when I started this journey, I looked at all the different political parties we have in Germany. And I didn't go after who was chancellor or what party, because you tend to have parties that are hyped and parties that are less hyped. So I didn't go for that. I looked at the foundations, the principles of the political parties. And I won't try to convince you to become an SPD member or whatsoever, but the roots and the foundations of the Social Democratic Party is actually social justice, right? It's social justice, it's education for all, it's fight against right-wing and nationalism. So when I looked at all this foundation, I was like, that's the political party I want to join. Not because I believe in everything they're doing or we are doing, but because I believe that the foundation and the principles are actually very important, first of all. And second of all, I always believe in my capabilities of changing my party. Yes. So sometimes people are complaining about the situation in general and stuff like that. Personally, I always look at it, okay, yes, that's the way it is. But I still want to believe that me as a person, or all of us, we can actually bring something on the table and change things for the better. True. So that's the reason why I joined the SPD in 2011. It has been a long journey with a lot of disappointment, to be honest. Lots of negative campaigns and stuff like this, but I actually never regret it. And now 2018 was the time where I decided, okay, after being a member of the party for a while, after working as a management consultant but following politics, I just felt like the time has come for me to step forward and take responsibility to myself. Right? I always told myself, I'm living here. It doesn't even matter if I'm paying taxes, yes or no, because always people are always talking about, well, if I'm paying taxes here, I want to have a word to say. Screw that, no. I'm living here, I'm contributing to making our society better, as much as you're doing on the various different ways, right? So I also believe it's important for us to also get engaged in politics and have our word to say. Because otherwise, we're just letting other people decide about our present and our future without having a word to say. So that's why I always thought it's actually very important to get engaged into politics, and there are several ways of doing it. I'm not saying everyone should become a member of a political party, but even going on a demonstration is political, right? Even organizing this is political. So we need to express ourselves more when it comes to all the different social issues we're facing in Germany. It doesn't even matter if we have the citizenship or not. So in 2018, I decided to run for office, and that's the last part of my long monologue. I'm sorry if I'm boring. I decided to run for office, and when I started, we had primaries within our party. So we had different candidates within our party in Frankfurt wanted to run for office. And no one could have predicted that I'm going to be the one being nominated candidate. And the biggest challenge I was facing was actually that I needed to convince people within my political party that I may look different and I come from far away, but at the end of the day, I can actually be a good politician. Because when you look at my CV, I'm not trying to brag here, my CV is by far one of the best CV we're looking at the parliament right now. That's just a fact. And when you're looking at the experience, so all the things that you may believe are important for someone to become a candidate, when you're looking at the city of Frankfurt, how diverse the city of Frankfurt is, you may think like a candidate like me, I'm going to have certain chances to win this district, right? When you're looking at my professional background, I've been working in the banking sector, I've been working in the public sector, I've been working in the private sector, working as a business consultant, the topics of digitization, and so on and so forth. So it's a perfect match. But somehow,
most of the time when I was talking about it, the people were just looking at me and seeing the color of my skin. That's it. Right? So that was the biggest challenge. And the way I overcome this challenge is like, I made sure that I went through my biography and I found some values and principles that are important to me, but also resonate with people in my political party. So I went to my entire history, how I was born in Cameroon, the experiences that I made, and how this actually changed me, and how this corresponds to our Social Democratic Party. And I've been telling it over and over and over and over again, and at the end, somehow I managed to convince them. And honestly, this was the most difficult part, becoming candidate, becoming the nomination of my political party. Is someone here from my party? No. So that was the most difficult part, because once I got officially nominated as candidate, I started with my campaign, I went out talking to people and stuff like this, and the resonance was quite good. So people actually were open to the idea of having a black guy running for office in 2022 in Germany. I mean, why not? So that's a story. That's why and how I ended up here. And if I may, as a summary, if I look back, I think for me personally, if you're asking me the most important thing when you're, for my success story, I think it's a mix of two things. It's le cœur et le cerveau, en fait. It's the brain, right, and the heart, you know. And it has always been the case, because I always told myself, and politics is a tough game, as you may know, right? But let me do it in French. So I actually wanted to do part of my speech in French, parce qu'il y a peut-être certains qui parlent aussi français, et peut-être pas anglais, donc je voulais faire la moitié, mais bon, j'ai loupé l'occasion de changer. Mais je pense que quand on regarde en politique, c'est vraiment un environnement qui est super difficile. Je me suis dit, je ne veux jamais devenir assez dur que je ne peux plus ressentir celui qui est en face de moi. Donc dès qu'on arrive à un moment qu'on est vraiment super dur, on se protège énormément, qu'on est plus sensible en fait, aux émotions, que ce soit d'un collègue, ou alors d'une personne, d'un opposant, ou alors d'un citoyen ou une citoyenne, je trouve que ça pose un problème. Mais de l'autre côté, on ne peut pas aussi être trop sensible, parce que quand tu es trop sensible, tu rentres chez toi le soir, tu te demandes pourquoi il m'a fait ça. Donc c'est en fait ça le challenge en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler dessus, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, de trouver la balance entre les deux. Mais personnellement, je pense que si je devrais choisir, je prendrais plutôt le côté émotion. Parce qu'au final, tu as parlé de ton travail, comment tu écoutes de plus en plus tes clients, que parfois il ne s'agit même pas de la maison ou alors de l'appartement. C'est la même chose en politique. C'est la même chose en politique. En politique, je pense qu'aujourd'hui, le devoir qu'on demande à un politicien, c'est même plus d'être là pour les citoyens, d'écouter leurs demandes, leurs besoins, de s'occuper d'eux. Parce que, et ce que je me rends compte de plus en plus, quand je parle avec les gens, il ne s'agit pas de sujets vraiment difficiles, merci, mais c'est plutôt les sentiments en fait. Donc pour moi, to close it up, my success story is actually a mix of both. It's based on values, principles, and at the end of the day, a lot of determination, but at the end of the day, a mix of rational and emotional, a mix of heart and brain. Thank you. Philip Amason. Corinne m'a dit, demain tu en restes. Et ceux qui me connaissent en général, je suis en basket, jeans et t-shirt. Qu'il fasse hiver ou bien été, c'est jeans, basket, t-shirt. Mais bon, on va un peu essayer de faire comme les autres. Bon, je vais vous présenter la compagnie et je vais corriger juste une information. C'est 50 employés. Ciao, ciao. Alors, bonjour. Nous, c'est presque la fin de la soirée. C'était magnifique. Je suis avec monsieur Stéphane Diquet. Stéphane Diquet de Comic Sarl. qui fait du Café café. comme. C'est Oui. ça. Il fait du café. Bon. Étant donné que nous, on aime les success stories. Hein. Voilà. Donc, je vous ai entendu parler. J'ai entendu les millions. Combien? 140 millions de chiffres d'affaires au Cameroun en termes de café. On prévoit, on n'a pas encore atteint, mais on prévoit. Donc, j'aimerais alors connaître le secret. Parce que vous avez étudié
ici en Allemagne, Oui. n'est-ce pas? Et vous êtes rentré au Cameroun ou bien vous êtes toujours ici? Non, je suis en Suisse. Moi, je suis en Et Suisse. vous vivez en Suisse? Oui, Et vous avez créé votre entreprise au au Cameroun? Cameroun, oui. Déjà, question numéro 1, comment l'idée est venue? Rapidement. En fait, comme j'ai dit, c'est une notion de transfert et d'aide aussi. Donc, c'est du business, c'est vrai, mais il y a beaucoup plus le besoin de redonner au Cameroun et de faire du transfert de technologie. C'était ça l'idée première. Industrialiser la matière première disponible au Cameroun. Donc, voilà un peu en résumé. Maintenant, l'idée café, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est juste que je suis un fan de café. Donc, je me suis dit, si on doit atteindre l'objectif, s'il y a 6 cafés bu dans le monde qui puissent avoir un café qui vient de chez nous. Un café comme. Exact. Hey. C'est notre purpose, c'est notre main goal. Je ne sais pas comment dire. On a cet objectif en tête, c'est un rêve, c'est un très grand rêve même d'ailleurs, et c'est ça qui nous motive à continuer le travail. Et si on veut dire quel est le secret, on va dire, de votre réussite, parce que quand on a entendu le chiffre d'affaires, comment ça a doublé, triplé. Ensuite, il double chaque année, c'est aussi normal. Wow. C'est pas qu'il y a un secret. Quelle est la clé en fait? C'est juste qu'il faut croire. Aujourd'hui, nous ne rêvons plus. On a opté pour la facilité, des objectifs un peu plus aisés et accommodants. Et on oublie en fait que c'est le rêve qui fait tout. Donc, on rêve, on croit et on se bat maintenant pour ce rêve, pour cet idéal-là. C'est ça qui nous a amenés ici étudier. C'est ça qui a fait en sorte que nos parents nous amènent ici étudier parce qu'ils ont eu un rêve pour nous. On l'a réalisé. Maintenant, nous devons rêver aussi pour nous-mêmes avant de rêver peut-être pour nos progénitures futures ou bien déjà présentes. Donc, en gros, la clé alors, vous voulez dire que la clé c'est le rêve? C'est le rêve, le travail. La clé c'est le travail, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, de sacrifices. S'il faille pleurer, il faut pleurer. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat. Et il faut se relever le lendemain et dire c'est pas grave. Et positive attitude. C'est-à-dire, ça moi je pense qu'il y a, comme ils ont dit ici, la résilience. Mais il faut toujours se dire que dans tout problème est une solution pas encore trouvée. Donc, au lieu de penser problème, il faut juste penser solution et en général, on avance. Parce qu'un pas vers la solution, c'est un pas, mais 0 pas vers la solution, c'est rentrer en arrière en général. Donc, je pense que c'est ça la clé de... J'aime pas dire le succès parce que je pense pas être successful. Mais je pense... Non, je suis pas encore. On ne veut pas les gens modestes. Non, sincèrement, je suis pas encore. Pour ce que je suis en train de faire... Mais vous êtes déjà parti. On est sur la voie. Voilà, on pense le devenir. Mais on pense que effectivement, il faut au moins encore... On n'est même pas à 15% des réalisations que nous voulons faire. Nous voulons être numéro 1. Et je le dis et je le répète. En Afrique. Numéro 1 du petit déjeuner au Cameroun. Et en Afrique centrale. Ça, c'est notre main goal. Et on va travailler dessus. Donc, voilà. Donc en gros, et quels sont les challenges, peut-être les challenges principaux qu'on rencontre au Cameroun? Surtout nous qui venons ici de la diaspora. Moi, je pense que ça se résume à quelque chose de très simple. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Ça veut dire, le Cameroun, comme les gens aiment dire, il est sale. Le Cameroun, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de commodities, il y a plein de trucs qui manquent et tout. Mais avant d'arriver en Allemagne, on arrivait au Cameroun, on nous coupait l'eau, l'eau était rouge, il y avait toujours les mêmes délestages. Donc, il faut prendre ça en compte, l'accepter et apporter une solution à son niveau. Ça veut dire, chaque problème est une opportunité business. Il faut penser ainsi. Quand vous allez au Cameroun, moi je dis, il ne faut pas aller étant vacancier parce qu'en général, on rate beaucoup de choses quand on est vacancier. Si on veut faire du business en Afrique, quand on va en Afrique, il faut se mettre... On marche à pied, on est dans les taxis, on se sert, on écoute les gens. Parce qu'une opportunité business est aussi là pour résoudre un besoin. Donc, pour connaître le véritable besoin, il faut écouter les gens. Et pas penser qu'on est meilleur que ces gens. Parce que ça, c'est en général l'erreur aussi qu'on commet. Oui, c'est pour ça que je donne à parler aussi d'humilité, c'est ça? Voilà, l'humilité, exactement. Parce qu'il faut se dire que vous ne venez pas en prêcheur d'évangile. Vous venez pour apporter une solution, la solution la plus simple.
à la personne lambda. C'est tout. Ok. Donc, problème égale la solution. Si j'ai la solution, c'est un business. Ok. Merci beaucoup. Un mot pour la fin alors, pour encourager un jeune, ou bien quelqu'un qui aimerait rentrer au pays et lancer son business. Pour rentrer au pays, je trouve qu'il faut être préparé dans le sens où il faut, comme on a dit déjà, premièrement, il faut se connaître. Il ne faut pas se surestimer. Ça, c'est beaucoup de gens se surestiment quand ils engagent des projets. Il ne faut pas se surestimer. Il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer des professionnels. Ça veut dire, par exemple, si j'ai besoin de signer un contrat, je cherche un avocat. Si j'ai besoin de faire de la pub à grande échelle, je cherche un spécialiste. Donc, il faut bien s'entourer. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir recruter les bonnes personnes pour pouvoir travailler avec elles. Super. Donc, moi, je dis, pour conclure, je dirais l'Afrique, c'est la terre des opportunités. Ne vous précipitez pas, mais il faut y aller. Allez-y. Si on commence à réfléchir aujourd'hui pour poser une idée dans 3 ans, c'est quelque chose de gagné. Si c'est même pour poser la même année, c'est quelque chose aussi de gagné. Mais si on attend dans 5 ans, parce qu'on a peur de dépenser 1, 2, 3 millions, c'est complètement wrong. Ça veut dire qu'on ne va jamais arriver là où on veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Ciao. Ciao, Je suis ciao. avec monsieur. Eman Watat, de- Altabor. Voilà. Bon, moi je suis là pour prendre les secrets. Tu peux poser toutes tes questions. Monsieur Watat, donnez-nous le secret. Comment vous faites quoi? Vous faites dans l'immobilier au Au 237, oui, au Voilà. Cameroun. Donnez-nous votre secret, alors, le secret de la réussite. Moi, je pense que le secret de la réussite, c'est commencer. Sincèrement parlant, je pense qu'il faut commencer parce que trop de théories, c'est pas trop cool. Oui, ça tue la théorie. Il faut commencer. Et j'ai commencé en 2017. Je pense que je ne me plains pas. Je pense qu'il faut commencer. Monsieur Emmanuel Ouattara est milliardaire. Il est milliardaire alors. Je suis pas très loin. Donc le secret c'est commencer et avoir beaucoup de persévérance, c'est ça. Personnellement, je pense qu'il faut commencer. Et après, les difficultés vont venir. Et en tant que Camerounais, je pense qu'on a toujours ce talent-là de pouvoir surmonter les difficultés. C'est ce que moi je pense sincèrement. Donc en gros, aujourd'hui, quelqu'un qui aimerait construire le pays peut vous confier son projet. Oui. D'ailleurs, je Et on peut construis dormir énormément. tranquille. Je construis d'ailleurs énormément pour la diaspora. Et comme je disais tantôt, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes m'abordent pour cet événement, soit pour négocier encore les prix, soit pour ajouter certains travaux. Donc, soyez-en tranquille quand vous travaillez avec moi à Tabao. On fait un contrat, on passe chez un notaire. Ah, carrément. On passe chez un notaire. Et c'est pour cette raison que malgré la hausse des prix de ciment et autres, Altabao fait pas de marche, nous sommes en perte. Ça, Ah oui, quand même. Mais on est obligé d'assumer. Bon, il y a d'autres clients qui sont assez relax et qui sont assez compréhensifs, qui acceptent quand même de prendre part à cette perte-là. Donc, il faut encore des efforts supplémentaires. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Je suis avec monsieur. Gildas Diomène, le CEO de Home Cameroun et CEO de CGW GmbH et JD Solutions GmbH. Donc, si vous rentrez au Cameroun et que vous cherchez un appartement meublé, Low cost. il est là. Un message, par exemple, à quelqu'un qui hésite encore à rentrer au pays pour se lancer dans le business. Bon, c'est vrai, les débuts sont toujours difficiles, mais avec beaucoup de courage et de rouage sur le terrain, on réussit à trouver la faille. Et on dit aussi quoi, la chance, non? Non, il n'y a pas la chance dans le business. Il n'y a pas la chance là. Il y a la place pour tout le monde, il faut juste travailler et faire beaucoup de sacrifices. Super. Et que diriez-vous de la politique? Oui, en fait, il faut pouvoir embrasser les choses comme elles sont. Moi-même, au début, je croyais que c'était l'argent ou alors nos connaissances qu'on a appris dans l'université qui allaient me frayer des chemins. J'ai compris qu'au Cameroun, comme un jeune frère l'a dit, son dossier était bloqué 3 mois. Ouais. Moi, mon expérience aujourd'hui, quand je vais lancer une affaire au Cameroun, je cherche d'abord dans la ville le maire, le délégué, le commissaire. Alors, la vraie vérité. Parce que tu nous as dit que voilà, tes appartements sont toujours pleins au Cameroun. On veut connaître le secret maintenant. Non, le secret, c'est d'abord ton innovation. Qu'est-ce que les gens font et qu'est-ce que tu apportes de plus dans le business?
il y a des centaines d'appartements meublés au Cameroun, il y a des milliers d'appartements meublés. Mais moi, j'ai fait d'abord l'étude de terrain. J'ai été ingénieur pendant 15 ans en Allemagne. Et je me suis dit, moi, en tant qu'ingénieur, un très haut cadre dans l'une des plus grosses boîtes de l'Allemagne Bosch, je me suis dit, quand je suis pas au Cameroun, est-ce que je peux me permettre vraiment sur un séjour de 3 semaines, 30 000 francs la nuitée ou 20 000 francs la nuitée? C'est difficile pour un ingénieur. Même un haut cadre, il va réfléchir 800 000, c'est pas facile. S'il a une femme, s'il a des enfants, encore c'est un peu pire. Parce qu'il faut des appartements de 2 chambres, 3 chambres. Donc ce qui veut dire, j'ai en fait mis mon business aussi d'abord suite à un échec. L'échec était d'abord que quand je venais au Cameroun, en 2017, je voulais lancer un Airbnb un peu plus professionnel parce que quand je suis allé au Cameroun en 2016, j'avais de la difficulté pour trouver un logement au Cameroun. Donc je suis parti dans les sites, je vois les gens qui filmaient mal d'abord les pièces, qui présentaient mal les pièces, leur maison. Il n'y avait pas vraiment comment dire en Allemagne, un aperçu réel des biens immobiliers comme un Airbnb. Donc à ce moment, Airbnb ne chauffait pas encore tellement dans la diaspora. Donc j'ai conçu un Camé Home qui était un Airbnb. J'ai investi pendant 3 mois, j'ai investi près de 7 millions de francs CFA pour faire une prospection Douala-Yaoundé de tous les logements privés meublés. Et pour avoir une base de données. Et à chaque fois que j'envoyais les prospecteurs, tantôt on les versait l'eau chaude, tantôt c'était non, tu es un voleur, tu es un bandit. Moi, mais parfois je toquais pour dire je suis quelqu'un qui est intéressé à vendre votre bien sur les plateformes de la nation. On dit que non, tu viens pour nous voler. On refuse parfois de t'ouvrir. Donc tellement de choses. Et le peu de clients que j'ai eu à voir, j'avais peut-être une centaine à Douala, une centaine Yaoundé, Kribi, Bafoussam. Donc j'ai eu encore des problèmes avec des amis de la diaspora. Parfois, des amis de la diaspora venaient sur ma plateforme, ils réservaient, seulement parce qu'ils veulent savoir où est situé le bien, était contourné après dans tes frais de, on appelle ça le courtage, les frais, les provisions que tu as sur le placement. J'ai eu des cours, des amis qui viennent dire que j'atterris à 18h. Il dit qu'il va payer sur place. Tu l'amènes chez le propriétaire, il visite, il fait comme s'il n'est pas intéressé. Après le lendemain, tu vois qu'il est passé encore chez le propriétaire à 20h, directement négocier avec le propriétaire. Au Cameroun, il n'y a pas la loi, c'est la jungle. Donc, il y a assez de il faut être vraiment conscient de ces réalités. De ça, tu ne peux pas signer en allemand, on appelle les NDA. Tu vois, des contrats. Voilà. En français, au Cameroun, il n'y a pas ça. Donc, j'ai été tellement béni, même par des propres amis qui venaient tout le temps, juste pour savoir où est situé tel atout. Tu l'amènes, de l'aéroport, tu le prends, tu l'amènes. Après, tu dis que non, ça ne m'intéresse pas. Mais le propriétaire s'en fout, il veut l'argent. Le propriétaire s'en fout en fait. Puisque tu n'as pas de clause avec les propriétaires, un papa qui est là, assis là, comme ça à la maison, il s'en fout de toi. Ce sont les réalités. Ce sont des réalités. Mais bon, maintenant, là, après toutes ces années, est-ce que vous pouvez dire que ça vaut le coup? Non, je reviens. Donc là, ayant fait une année de mauvaises expériences, vu que je ne gagnais presque pas, et j'avais trop investi pour avoir une plateforme incontournable de prospection d'appartements meublés, je me suis dit, je vois trop de lacunes, puisque j'avais 300 propriétaires meublés, je connaissais leurs lacunes, je connaissais comment faire pour améliorer leur business. J'avais tous ces clients, 300 appartements meublés de différentes personnes, de différentes mindsets, je connaissais un peu le cœur du business. Donc maintenant, je me suis dit, je ne vais plus être celui qui va prospecter, être contourné, je vais être celui qui va maintenant avoir des appartements meublés. Ça, c'est suite à cet échec-là. Donc maintenant, j'avais la chance d'avoir des parents qui avaient un RE1 et le rez-de-chaussée était occupé par des locataires qui depuis 10 ans ne payaient même presque pas. Donc j'ai fait le deal avec les parents, j'ai dit bon voilà, ils vous versent 100 000 francs, moi je vais les chasser, je vais vous verser 200 000 francs. Donc j'ai donné 1 an de préavis, ils sont sortis et j'ai transformé tout le rez-de-chaussée en 7 studios meublés à Douala. Donc, lorsque j'ai fait cette première expérience, mes oncles disaient que non, au Cameroun, ce n'était pas de 2017, il n'y avait pas encore le boom, beaucoup des appartements meublés. Ils disaient que non, il faut aller à Bonamoussadi, il faut aller à Santa Barbara, Bonapriso. Aucune personne de la diaspora où ne viendra citer les paniers logés. Voilà, donc, voilà que j'ai dit, je vais faire mon expérience. Surtout que je ne sors pas aussi de nulle part. Moi, j'étais l'un des plus grands organisateurs des soirées en Allemagne avec Diaspora Night. Donc, si vous n'êtes pas de Francfort, de l'Allemagne, vous tapez Diaspora Night. C'était des soirées qui étaient les plus prestigieuses de l'Allemagne. Donc, j'avais le centre du marketing. Donc, voilà. J'ai pu pouvoir vendre le rêve à la Cité des Palmiers. Et ensuite, je suis quitté en 2018, ça c'est lancé en 2018, de 7 appartements meublés. Aujourd'hui, je suis à la 5e résidence, je passe à 98 appartements meublés. Wow. Voilà. Donc, je suis déjà presque une référence dans ma zone de Douala-Bassa. Est-ce
Est-ce qu'on peut dire que monsieur est milliardaire aujourd'hui? Non, j'emploie 47 personnes au niveau du Cameroun. Wow. J'emploie 47 personnes. J'ai 5 résidences meublées. Amazing. Oui, c'est 5 résidences meublées. Et là, maintenant, on est en train d'ouvrir sur Yaoundé et sur Bafoussam et Crédit. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit chemin et j'ai apporté, comme j'ai dit, j'ai industrialisé le meublé. Parce qu'au début, quand j'ouvrais mes 5 appartements, premiers appartements, j'avais des tables. C'était en 2018. J'avais des. En 2018, septembre 2018. Septembre 2018, 5 appartements. Non, j'avais 5 appartements meublés chez mes parents. En 2018. Et maintenant, en 2022, on a. En 2022, j'ai 97 97. C'est en combien d'années? En 4 ans. En 4 ans. De 5 à 98. Ouais. Wow. Donc, c'est parce que comme on dit, comme le foyer, c'est la fondation, aussi le business, c'est la fondation. J'ai basé mon business sur une fondation très solide. C'est-à-dire, je peux quitter aujourd'hui, en 3 mois, j'ouvre une nouvelle résidence parce que j'ai standardisé mon business. C'est ça qui est un problème. Il faut avoir la possibilité de standardiser son business en logiciel et en équipement et en comment on peut dire, et en décoration. Avant, j'avais dans une résidence des tapis jaunes, dans une autre résidence des tapis verts. Après, je disais qu'avec le volume que j'avais et les fournisseurs que j'avais des difficultés de faire le management au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai standardisé mon business que quand tu quittes une résidence 1 à une résidence 2, tu as le même standing. Ça veut dire que je peux importer les mêmes choses en gros. Wow. Voilà, donc si vous faites un tour à Cameroun, vous allez voir résidence 1 à la résidence 5, vous allez voir les mêmes murs parce que ça me permet de faire les rafraîchissements de murs tous les 3 mois avec un seul pot de peinture. Mais imaginez-vous que vous avez un mur vert et un mur orange, ça veut dire que vous allez avoir 2 pots de peinture. Donc j'ai beaucoup réfléchi dans le sens d'avoir une quête au Cameroun. On dit quoi en français? Une quête, une chaîne. Donc Cameroun, c'est déjà une chaîne. Et pour avoir une chaîne, il faut pouvoir faire un même standard dans tous les appartements meublés. Super. Voilà. Oh, merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin alors. Un dernier mot pour la fin, c'est que investir au Cameroun, c'est bien beau. C'est assez difficile au début. J'ai eu beaucoup d'échecs parce que j'ai commencé d'autres business comme les locations de voitures, prospection d'appartements meublés qui ont eu des échecs. Mais j'ai appris de ces échecs et j'ai pu aujourd'hui avoir un business assez stable au Cameroun. Magnifique. Merci beaucoup. Ok, merci. Je suis avec une femme phénoménale. Une femme enfin. Rarement on voit les femmes dans l'entrepreneuriat, mais elle, c'est double casquette. Triple casquette. C'est madame Nzali, Manuela Nzali, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Madame Nzali fait dans... J'ai plusieurs casquettes justement. Je suis en fait conseillère en stratégie d'entreprise en Allemagne, mais au Cameroun j'ai plusieurs activités. Donc entre autres l'entreprise Madon. Donc j'aide avec mon équipe des entreprises à avoir plus de visibilité sur leurs produits et leurs services. Donc nous permettons à ces personnes-là de grandir leur business et aussi de l'autre côté de développer l'Afrique parce que le but aussi c'est que nous soyons tous forts et c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc merci Stella. Une question que j'ai aussi un peu posée aux autres, c'est quel est le challenge? Quel est l'un des challenges qu'on rencontre au Cameroun, par exemple? Parce que vous avez décidé de vous lancer, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Allemagne. Ouais. Quel est l'un des gros challenges qu'on rencontre? Surtout vous êt dans le e-commerce. Le e-commerce, voilà. Justement. Donc, en fait, je dirais d'abord que le premier challenge que chacun doit surmonter, c'est faire le premier pas. Parce que moi, d'abord, je suis quelqu'un, depuis très très jeune, je sais que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y a eu beaucoup de séances de réflexion sur comment est-ce que ça va se passer. Donc, du coup, l'objectif, en fait, le challenge, en fait, c'est de se décider et de foncer. Sur place, il y a les challenges liés justement aux mentalités. Donc, il faut déjà savoir que quand tu arrives au Cameroun, tu dois te mettre au même niveau que ceux qui sont sur place, comprendre les mentalités et c'est aussi faire avec et tropicaliser aussi surtout ton produit. Donc voilà les deux choses. Okay. Te dissoudre dans la masse pour mieux comprendre ta clientèle et ton environnement et deuxièmement tropicaliser ton service pour que justement les personnes sur place puissent te comprendre, que vous puissiez vous comprendre et savoir comment avancer ensemble. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le e-commerce ou bien la vente en ligne est rentable? Bien sûr, si ce n'était pas le cas, je ne devais jamais me lancer. C'est une mission, c'est un devoir. Donc je pourrais même dire que je fais partie des martyrs de l'Afrique dans le sens où on sait que le e-commerce, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'opportunités, présente beaucoup d'opportunités
et de donner la possibilité aux personnes qui ne savent pas comment l'exploiter, de justement l'exploiter et de développer leurs activités. Pour moi, c'est ce sur quoi nous avons misé et nous espérons que cela va vraiment se réaliser. Voilà. Peut-être un mot, quelle est la clé ou bien qu'est-ce qu'on doit rentrer aujourd'hui et se dire, bon, quelqu'un par exemple qui va nous regarder aujourd'hui va se dire, j'aimerais aussi me lancer dans le e-commerce, j'aimerais faire ce genre de choses, j'aimerais aussi rentrer au pays. Quel est le conseil clé que vous pourriez lui donner? Bon, si quelqu'un veut se lancer dans le e-commerce, il doit déjà déterminer quel type de e-commerce parce que il peut faire le e-commerce en vendant sur les réseaux sociaux. Il peut créer son site internet et vendre son produit ou son service, ou alors il peut créer ce qu'on appelle un multi-vendor e-commerce, c'est-à-dire comme Amazon par exemple ou AliExpress, où plusieurs vendeurs commercialisent des produits. En fonction justement du type de e-commerce qu'on veut faire, c'est comme ça que les challenges sont plus grands. Donc vendre sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est facile. Vendre à partir de son site internet, c'est un peu plus challengeant parce qu'il y a d'autres investissements qui entrent en jeu et vendre vraiment à une multitude de personnes. Parce que quand tu es multi-vendor, tu dois tenir compte des acheteurs, tu dois tenir compte des différents vendeurs. Donc le conseil que je peux donner, c'est que quelqu'un qui veut rentrer aussi. Qui veut rentrer. Qui veut aussi être comme toi, qui veut aussi rentrer au Cameroun et créer sa structure. Bon, quelqu'un qui veut sa structure, c'est qu'il doit d'abord, s'il ne va pas régulièrement au Cameroun ou dans son pays natal, qu'il y aille régulièrement et qu'il échange avec des personnes sur place, qu'il observe comment les choses se font. Il essaie même de faire ce qu'on appelle l'étude du marché. Et s'il vous plaît, on ne fait pas l'étude du marché à partir d'Internet. Non, allez sur place, si vous voulez vendre des vêtements, allez là où on vend des vêtements ou alors questionnez des gens qui pourraient être votre cible. Allez justement là où vous voulez bâtir le business pour pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne. Le budget n'est pas forcément ce dont on a besoin, c'est aussi les personnes de confiance. Donc il faut essayer de juger, évaluer et travailler avec des personnes sur place parce que seul on ne peut pas y arriver, c'est impossible. J'ai la chance de travailler avec des personnes nobles, intègres et j'espère vraiment que ce sera le cas pour tous les employés que nous allons employer. Super. Bon, merci beaucoup Manuela Zali. Merci, plaisir partagé.
c'est toujours des personnes qui n'étaient pas riches matériellement, mais c'était riches dans le service. Ils ont donné de leur vie. Certains se sont sacrifiés. Certains d'entre vous vont trouver mon discours idéaliste, mais moi j'y crois. Je vais continuer. Mon papa nous disait toujours que même si le monde entier contre toi et que tu crois fortement à quelque chose, quand tu as une conviction, et j'en suis une pour ceux qui me connaissent, j'ai mes convictions, ce n'est pas toujours celles des autres, mais c'est parce que c'est profond. C'est le cœur, c'est l'instinct. Oui, c'est en fait ça. Je voulais un peu sortir les way. Mais bon, tout ce que vous voulez, c'est pour ça que vous demandez de lever. On a eu des gens exceptionnels aujourd'hui, vraiment. Je tiens à dire merci du fond du cœur. Il y a des speakers qui sont arrivés. Vraiment, ils ont pris, ce sont des personnes qui travaillent en longueur de semaine, ils ont pris des avions à leurs frais, ils ont payé pour leur hôtel, ils ont dit cette idée, c'est croyant, et on va vous soutenir. Et ça, c'est quelque chose que je vais nous demander à nous tous, vraiment d'applaudir fortement. Et dans notre groupe, nous pratiquons ce qu'on appelle la gratitude. Nous sommes contents et nous sommes reconnaissants pour toutes choses. Chacune de vos sœurs qui partageait, mais tu te demandais, mais pourquoi le fait tout simplement? Et là, j'ai des personnes, là je dois le dire, que personne ne se sente exclu. Mais j'ai eu mes deux special sisters aussi. Vous êtes vraiment un exemple de ce qu'on appelle soutenir les gens. Alors, Karine et Simone, ce sont des sœurs, mais ce sont des personnes, toute activité camerounaise, qui ensemble, évidemment, elles ne vendent pas tout, elles soutiennent. Et ce genre d'esprit-là, vraiment, je souhaiterais que nous tous, on soit dans ce genre d'esprit. Bref, je suis vraiment reconnaissante à chacun de vous. Et j'aimerais qu'au sortir de cette journée, qu'on ne s'arrête pas là, n'oubliez pas Phénoménal, qu'ensemble, si vous avez des idées, si vous avez des ordres même de critiques constructives, sincèrement, on est là pour la communauté. On veut travailler avec toutes les personnes qui ont la conviction que Phenomenal Woman est un événement pour nous et que, pas seulement un événement, mais que c'est un mouvement. C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser pour apporter un plus dans le monde. Alors, une fois de plus, je vais vous demander d'applaudir une minute pour nous, pour vous et pour tout le monde. Wow, c'était une journée vraiment enrichissante avec des top players, avec vraiment des gens qui ont un certain témoignage et qui ont déjà essayé de faire beaucoup de choses. C'était tout pour le vlog d'étoiles. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de partager, de s'abonner et surtout que un enfant de Dieu peut tout par celui qui le fortifie. Voilà. Donc, je vous fais un gros coucou les époux et au revoir. À la prochaine. Bye bye.